Le tueur stellaire par Robert Bloch. Je suis ce que je prétends être, un écrivain fantastique. Depuis ma plus tendre enfance, je suis captivé par la séduction secrète de l'inconnu et de l'indéchiffrable. Les craintes sans nom, les rêves grotesques, les idées étranges à demi intuitives qui hantent nos esprits ont toujours exercé sur moi un charme aussi puissant qu'inexplicable. En littérature, j'ai suivi avec Paul les chemins de la minuit, où je me suis glissé avec ma reine parmi les ombres. J'ai exploré, avec Baudelaire, les royaumes d'horrifiques étoiles, où je me suis nourri de cette folie propre à la terre que l'on trouve dans les contes de l'antique tradition. Un léger talent pour l'esquisse et le pastel m'incita à traduire de façon maladroite les hôtes incongrues de mes pensées nocturnes. La sombre démarche qui m'avait conduit à l'art fit que je m'intéressais aussi à l'obscur domaine de la composition musicale. Ma prédilection alla aux accents symphoniques, de la suite des planètes et autres œuvres du même genre. Ma vie intérieure devint vite une fête macabre, pleine d'horreurs affreuses qui engendraient en moi des espoirs toujours déçus. Au dehors, mon existence, en comparaison, se déroulait de façon assez monotone. Plus le temps passait, et plus j'inclinais à mener la vie d'un reclus sans grandes ressources. Une existence tranquille, faite de philosophie, au centre d'un univers de livres et de rêves. Il faut bien qu'un homme vive de quelque chose. Étant donné ma constitution et ma tournure d'esprit, j'étais, par nature, incapable de fournir le moindre travail manuel, et je demeurais tout d'abord indécis quant au choix de la vocation qui me conviendrait. La crise économique me compliquait les choses à un point presque intolérable, et pendant quelque temps, je fus près de connaître un désastre financier total. C'est alors que je décidai d'écrire. Je me procurai une vieille machine à écrire, une rame de papier bon marché et quelques carbones. La question du sujet ne me tourmentait pas. Le meilleur champ d'exploration n'était-il pas le domaine sans limite d'une imagination pittoresque? J'allais parler d'horreur, de peur, et de cette énigme qu'est la mort. Tout au moins, dans ma candeur première, telle était bien mon intention. Mes premiers essais me convainquirent bientôt que j'avais échoué de façon lamentable. Tristement, misérablement, je n'atteignais pas le but que je m'étais proposé. Mes rêves d'une vivacité si grande se changeaient sur le papier en simples accumulations d'adjectifs pompeux, vides de sens, et je ne trouvais pas les mots précis qui m'auraient permis d'exprimer la merveilleuse terreur de l'inconnu. Mes premiers manuscrits n'étaient que des documents lamentables et futiles. Les rares périodiques qui publiaient ce genre de prose furent unanimes à les rejeter. Il fallait que je vive toutefois. Lentement mais sûrement, je commençais à adapter mon style à mes idées. J'expérimentais de façon laborieuse les mots, les locutions et la structure de la phrase. C'était tout un travail, et un travail difficile par-dessus le marché. J'appris à peine de la sorte. À la fin, pourtant, l'une de mes histoires fut acceptée, puis une seconde, une troisième et une quatrième. Je sus bientôt maîtriser les ficelles les plus évidentes du métier, et l'avenir me parut enfin plus souriant. C'est l'esprit rassénéré que je retournai à ma vie de songe et à mes chers livres. Mes nouvelles constituaient un assez maigre gagne-pain, mais je m'en contentais quelque temps. Pas longtemps, cependant. L'ambition, qui est toujours une illusion, fut la cause de ma perte. Je voulus écrire une véritable histoire, non la sorte de conte éphémère que je fournissais aux périodiques, mais une authentique œuvre d'art. La création d'un tel chef-d'œuvre devint alors mon idéal. Je n'étais pas un grand écrivain, mais cela ne tenait pas entièrement aux erreurs que je commettais en usant d'un style mécanique. C'était la faute, je le sentais, des sujets que je choisissais. Les vampires, les loups-garous, les ghouls, les monstres mythiques, tout cela ne constituait qu'une matière de peu de mérite. Une imagerie commune, un traitement banal des adjectifs et un point de vue prosaïquement anthropocentrique. Voilà qui nuisait avant tout à la composition d'un conte fantastique, qui est réellement de la valeur.
Il me fallait trouver de nouveaux thèmes, une matière pour l'intrigue, qui sortent vraiment de l'ordinaire. Si seulement j'avais pu parvenir à concevoir quelque chose qui soit incroyable d'un point de vue tératologique, j'aurais aimé pouvoir apprendre les chants que les démons chantent lorsqu'ils se précipitent entre les étoiles, ou entendre les voix des anciens dieux lorsqu'ils murmurent leurs secrets au vide qui les renvoie en écho. Je me consumais de désir de connaître les terreurs de la tombe, les baisers des vers sur ma langue et la caresse froide d'un linceul pourrissant sur mon corps. J'avais soif de savoir ce qui se passe au fond des orbites des yeux momifiés et brûlais de posséder la sagesse dont seuls les vers ont connaissance. Alors seulement, je pourrais enfin écrire et mes espoirs se réaliseraient vraiment. Je cherchais un moyen. J'entrais de façon discrète en correspondance avec des penseurs et des rêveurs isolés un peu partout en Amérique. Il y avait d'un ermite des collines de l'Ouest, un savant des régions incultes du Nord, un rêveur mystique de la Nouvelle-Angleterre. C'est de ce dernier que j'appris l'expérience de livres anciens qui renfermaient une étrange tradition. Il faisait allusion, avec prudence, au légendaire Necronomicon et parlait avec crainte d'un certain livre d'Eibon qui était réputé surpasser le précédent par la frénésie absolue des blasphèmes. Cet homme avait lui-même étudié ces volumes où s'exprimait une terreur primitive, mais il n'avait pas voulu pousser trop loin ses recherches. Il avait entendu bien des choses étranges alors qu'enfant, il vivait à Arkham, ville hantée par la sorcellerie, où les antiques ombres ricanent et se glissent encore, fugitives, mais depuis il avait sagement fui le sombre savoir de l'interdit. Finalement, après bien des prières de ma part, il consentit à contre-cœur à me fournir les noms de certaines personnes qu'il estimait capables de m'aider dans ma quête. C'était un écrivain tout à fait remarquable, et sa renommée était grande auprès de quelques rares personnes averties. Mais je savais aussi qu'il s'intéressait vivement à l'issue de toute cette affaire. Dès que sa précieuse liste fut en ma possession, je me lançai dans une vaste campagne de correspondance afin de consulter les volumes désirés. Mes lettres furent adressées aux universités, aux bibliothèques particulières, aux voyants réputés, aux maîtres de culte tenus soigneusement secrets et désignés de façon obscure. Mais j'étais condamné d'avance à la déception. Les réponses que l'on me fit étaient nettement inamicales, sinon hostiles. Il était évident que ceux dont on disait qu'ils possédaient de telles connaissances étaient mécontents de voir leurs secrets dévoilés par un simple curieux. À la suite de ces démarches, je reçus à plusieurs reprises des lettres anonymes, pleines de menaces, et j'eus même une communication téléphonique fort inquiétante. Je m'en souciais beaucoup moins que du désappointement que j'éprouvais en me rendant compte que mes efforts avaient échoué. Les démentis, les faux fuyants, les refus, les menaces, tout cela n'allait m'être d'aucune aide. Je devais chercher ailleurs. Les librairies. C'est peut-être sur quelque étagère oubliée où tout sentirait le renfermé que je découvrirais ce que je cherchais. Une interminable croisade débuta alors pour moi. J'appris à accepter mes innombrables déceptions avec un calme stoïque. Nul, dans les boutiques ordinaires, ne semblait avoir entendu parler de l'effrayant Necronomicon, du néfaste livre d'Eibon ou de l'inquiétant culte des ghouls. Quand on persévère, on finit par obtenir des résultats. C'est dans une antique petite boutique de South Dearborn Street, sur des étagères poussiéreuses en apparence oubliées par le temps, que je parvins au bout de mes recherches. Là, bien calé entre deux éditions de Shakespeare vieilles d'un siècle, se dressait un grand livre noir au plat de fer, qui portait en lettres gravées à la main l'inscription « De Vermis Mysteriis », le mystère du ver. Le propriétaire ne put me dire comment il était parvenu en sa possession. Bien des années auparavant, peut-être, ce livre s'était trouvé inclus dans une série d'exemplaires d'occasion cédés en vrac. L'homme en ignorait manifestement la nature, car je pus l'acquérir avec un billet d'$1. Il me fit un paquet de cet objet, tout heureux d'une vente aussi inattendue. Puis il me souhaita le bonjour d'un air très satisfait. Je m'éloignai en hâte, ma précieuse découverte sous le bras. Quelle trouvaille! J'avais entendu parler de ce livre auparavant.
L'auteur en était Ludwig Prien. C'était lui qui avait péri sur le bûcher dressé par l'Inquisition à Bruxelles, au plus fort des procès de sorcellerie. Personnage étrange, alchimiste, nécromancien, mage réputé, il se vantait d'être parvenu à un âge prodigieux quand, tombé enfin aux mains du bras séculier, il fut immolé par le feu. On prétendait qu'il se proclamait l'unique survivant de la malheureuse 9e croisade et qu'il exhibait, pour le justifier, certaines attestations fort anciennes. Il est vrai que les vieilles chroniques avaient compté un certain Ludwig Prien au nombre des gentilshommes de la suite de Montserrat, mais les incrédules ne le tenaient que pour un imposteur au cerveau dérangé, qui pouvait d'ailleurs très bien descendre du guerrier ayant à l'origine porté son nom. Ludwig attribuait sa science de la sorcellerie aux années de captivité qu'il avait passées en Syrie, parmi les magiciens et autres faiseurs de miracles. Et il évoquait volontiers ses rencontres avec les djinns et les efrites de la mythologie orientale. On sait qu'il avait séjourné en Égypte, et il court encore des légendes parmi les derviches libyens au sujet des actes accomplis par le vieux prophète, au temps où il vivait à Alexandrie. Ces derniers jours, en tout cas, s'écoulèrent dans les basses terres du pays flamand de sa naissance. Il s'était installé, ce qui lui convenait assez bien, au milieu des ruines d'un tombeau pré-romain dans une forêt proche de Bruxelles. On disait que Ludwig y avait vécu entouré d'une foule de familiers et qu'il ne redoutait pas d'y invoquer les esprits. Les manuscrits qui sont parvenus jusqu'à nous parlent encore de lui à mots couverts comme d'un homme qui assistait d'invisibles compagnons et des serviteurs envoyés des étoiles. La nuit, les paysans évitaient la forêt car ils n'aimaient pas entendre les bruits qui s'en élevaient vers la lune, et ils n'éprouvaient pas le moindre désir de voir ce que l'on adorait sur les vieux hôtels païens en ruine dans certaines des vallées les plus obscures. Quoi qu'il en soit, les envoyés de l'Inquisition ne virent jamais, après sa capture, les créatures auxquelles Prien commandait. Les soldats chargés des perquisitions trouvèrent le tombeau absolument vide, bien qu'ils l'eussent retourné de fond en comble avant de le détruire. Les entités surnaturelles, les instruments et les composés extraordinaires, tout avait disparu de la manière la plus curieuse. Les fouilles effectuées dans ces sombres bois et l'examen fait avec beaucoup d'appréhension des étranges autels n'avaient fourni aucune information supplémentaire. Il y avait des taches de sang frais sur les autels et il y eut également des taches de sang frais sur le chevalet, avant qu'on eût achevé d'appliquer la question à Prien. Une suite de tortures particulièrement atroces ne parvint pas à arracher d'autres révélations au magicien silencieux. Aussi les interrogateurs finirent-ils par se lasser et par faire jeter le vieux sorcier dans un donjon. C'est en prison, dans l'attente de son jugement, qu'il traça les lignes noires si pleines d'allusions abominables du De Vermis Mysteriis, connu aujourd'hui sous le titre Mystère du Ver. La manière dont le manuscrit fut transmis à l'extérieur, en dépit de la vigilance des gardiens, est un mystère en soi, mais un an après la mort de l'auteur, il était imprimé à Cologne. Le livre fut aussitôt interdit, mais quelques exemplaires en avaient déjà été distribués à des particuliers. Ceux-ci furent alors recopiés, et malgré l'apparition d'une seconde édition par la suite, censurée et amputée, le texte latin original fut seul tenu pour acceptable. Tout au long des siècles, quelques rares privilégiés ont pu lire et méditer la tradition qu'il transmettait. Les secrets du vieil archimage ne sont connus aujourd'hui que d'initiés qui découragent toute tentative d'accroître leur renommée pour un certain nombre de raisons bien précises. Voilà en bref ce que je savais de l'histoire de ce volume, à l'époque où il entra en ma possession. Comme pièce de collection, je savais que ce livre était une découverte phénoménale. Et pour ce qui était de son contenu, j'étais incapable de me prononcer. Il était en latin. Comme je ne connais et ne peux traduire que quelques mots de cette docte langue, je me trouvais placé devant une barrière face à ces pages qui sentaient le renfermer. Il était exaspérant de voir que le hasard m'avait mis entre les mains un tel trésor de sombre savoir et qu'il me manquait la clé qui m'aurait permis de l'exhumer. Un instant, je désespérais car je répugnais à consulter un humaniste ou un spécialiste du latin de mon entourage au sujet d'un texte si atroce et qui contenait tant de blasphèmes. Il me vint alors une idée de génie. Pourquoi ne l'emporterais-je pas dans l'Est et n'irais-je pas demander de l'aide de mon ami ? Il était versé dans la connaissance des langues antiques
et il était peu vraisemblable qu'il se choquât de l'horreur des révélations maléfiques de Prynne. Je lui adressai donc, en toute hâte, une lettre, et peu après, j'avais sa réponse. Il serait très heureux de me prêter assistance. Il fallait que je vienne le voir, sans plus attendre. Providence est une jolie ville. La maison de mon ami était ancienne, d'un style curieux, qui se rattachait au style en faveur sous le règne des rois Georges. Le premier étage était un triomphe du style colonial. Le second, sous d'antiques pignons qui couvraient de leur ombre une immense fenêtre, était aménagé de telle sorte que mon hôte pût y travailler. C'est là qu'en avril dernier, nous méditâmes ensemble par une nuit sinistre qui allait être fertile en événements, près de la fenêtre ouverte qui donnait sur une mer d'azur. C'était une nuit sans lune, hagarde et pâle, car un brouillard emplissait l'atmosphère d'ombres semblables à des chauves-souris. Je vois encore toute la scène avec précision, la table imposante et les chaises à grands dossiers, les rayonnages qui couvraient les murs, les manuscrits classés dans des meubles à part. Mon ami et moi-même prîmes place à la table, le volume de mystère devant nous. Son fin profil jetait au mur une ombre troublante et son visage au teint de cendre se dérobait sous la lumière blême. L'inexplicable atmosphère de révélation funeste qui régnait était tout à fait inquiétante par sa puissance. Je sentis la présence de secrets qui attendaient d'être révélés. Mon compagnon le discerna, lui aussi. De longues années d'expérience occulte avaient aiguisé mon intuition à un degré surnaturel. Ce n'était pas le froid qui le faisait trembler, tandis qu'il était assis là. Ce n'était pas la fièvre qui faisait luire ses yeux comme les feux de joyeux incarnats. Il savait, avant même d'avoir ouvert le volume maudit, que celui-ci était funeste. L'odeur de renfermé qui s'élevait de ces antiques pages apportait avec elle les relents de la tombe. Les bords de leurs feuillets fanés étaient vermoulus et les rats avaient rongé le cuir. Des rats qui, peut-être, avaient pour ordinaire des nourritures plus horribles. Dans l'après-midi, j'avais raconté à mon ami l'histoire du livre. Il avait alors semblé consentir avec enthousiasme à en entreprendre aussitôt la traduction. Mais à présent, il hésitait. « Ce n'est pas raisonnable », insistait-il. « Il s'agissait d'un funeste savoir. Qui pouvait dire quelle tradition redoutable des démons ces pages pouvaient bien contenir, et quels mots guetterait l'ignorant qui tenterait d'en altérer le contenu. Il n'est pas bon d'en savoir trop. Des hommes étaient morts pour avoir mis en pratique les connaissances destructives que renfermaient ces pages. Il me supplia d'abandonner ma quête, tant que le livre était encore fermé, et d'aller chercher l'inspiration en des choses plus saines. J'étais un sot. Je repoussais ses objections par de vaines et vides paroles. Je ne redoutais rien. Nous pourrions, tout au moins, jeter un coup d'œil sur le contenu de ma trouvaille. Je me mis à tourner les pages. Le résultat fut décevant. Ce n'était après tout qu'un volume quelconque. Des feuilles jaunies qui s'effritaient, des textes latins composés en lourdes lettres noires. C'était tout. Il n'y avait ni illustration, ni dessin inquiétant. Mon ami ne put résister davantage à l'attrait de ce qui ne pouvait être qu'une rare fête pour un bibliophile. L'instant d'après, il jetait un regard attentif et curieux par-dessus mon épaule, murmurant de temps à autre des fragments de phrases latines. L'enthousiasme finit par le gagner. Prenant à deux mains le précieux tome, il alla s'asseoir près de la fenêtre et se mit à lire des paragraphes au hasard, en les traduisant parfois en anglais. Ses yeux brillaient d'un éclat sauvage. Son profil émacié se figeait tandis qu'il s'absorbait dans la lecture d'incantations qui tombaient en poussière. Les phrases roulèrent dans un bruit de tonnerre en une litanie redoutable, puis elles s'affaiblirent au point de n'être plus qu'un souffle, comme sa voix se faisait aussi légère que le sifflement d'une vipère. Je ne saisissais plus, à présent, que quelques expressions, car il était si absorbé qu'il paraissait m'avoir oublié. Ce qu'il disait concernait les charmes et les enchantements. Je me souviens qu'il y avait fait des allusions à divers dieux de la divination tels que le père Yig, le sombre Han et Biatis, à la barbe vipérine. Je tressaillis car je connaissais ces noms de longue date.
et j'aurais tressailli plus encore si j'avais su ce qui allait se produire. Ce qui se préparait survint rapidement. Il se tourna soudain vers moi, dans un état de grande agitation, et sa voix surexcitée monta dans l'aigu. Il me demanda si je me souvenais des légendes qui couraient au sujet de la connaissance de la sorcellerie qu'avait eue Prynne, et des histoires à propos des serviteurs invisibles qu'il faisait venir des étoiles. Je fis signe que oui, comprenant mal la cause de ce délire subit. Ils m'ont fourni alors la raison. Là, dans un chapitre consacré aux familiers, ils venaient de trouver une oraison ou une formule magique, celle-là même peut-être dont s'était servi Prynne pour appeler les serviteurs invisibles d'au-delà des étoiles. Que je veuille bien l'écouter, il allait me la dire. Je demeurais assis là, stupide, comme un pauvre sot qui ne comprend rien. Pourquoi ne hurlais-je pas, ne tentais-je pas de fuir, n'essayais-je pas de déchirer ce monstrueux manuscrit de mes propres mains? Au lieu de cela, je restais assis, tandis que mon ami, d'une voix qui se brisait sous l'effet d'une excitation extraordinaire, lisait en latin une longue invocation à la sonorité sinistre. Tibi, magnum innominantum, signa stellarum migrarum, et buffina formis, sadoquae sigillum. La voix rauque poursuivit ce triste rituel qui s'éleva ensuite sur les ailes d'une hideuse et ténébreuse abomination. Les mots semblaient se tordre en l'air comme des flammes avant de pénétrer et de brûler mon âme. Tout en roulant, ces sons réveillaient des échos dans l'infini, au-delà de l'étoile la plus éloignée. Ils paraissaient franchir des portes originelles, hors de toute dimension, pour aller atteindre un auditeur, là-bas, et le sommet de venir sur Terre. Tout cela n'était-il qu'une illusion? Je n'eus pas le temps d'y réfléchir. Car cette involontaire sommation reçut une réponse. La voix de mon compagnon s'était à peine tue que la terreur survint. La pièce fut envahie par le froid. Un vent qui se levait pénétra en hurlant par la fenêtre ouverte, un vent qui n'était pas de cette terre. Il apportait de loin une protestation funeste et chevrotante. En percevant ce bruit, le visage de mon ami se couvrit d'un masque blême, tandis qu'une crainte nouvelle s'éveillait en lui. Les murs craquèrent alors, et l'appui de la fenêtre s'arqua sous mes yeux ébahis. Du néant, d'au-delà de cette ouverture, nous parvint, brutal, un éclat de rire lubrique. Un ricanement hystérique né d'une démence complète. Il s'éleva jusqu'à la quintessence grimaçante de tout ce qu'il peut y avoir d'horrible, sans qu'il y ait de bouche pour lui donner naissance. Le reste se produisit avec une rapidité déconcertante. Mon ami se mit tout à coup à crier, alors qu'il se tenait près de la fenêtre, à crier et à griffer l'air avec violence. À la lumière de la lampe, je vis ses traits se contracter en une grimace de folle agonie. Un instant plus tard, sans aide apparente, son corps quittait le sol et se renversait en arrière pour atteindre un angle tel qu'il ne pouvait que se briser les reins. Une seconde encore, et le bruit sec et révoltant des os qui se cassaient résonnait dans la chambre. La forme humaine se balançait à présent dans les airs, les yeux vitreux. Les mains paraissaient étreindre quelque chose d'invisible. Une fois de plus, un rire étouffé de maniaque s'éleva. Et maintenant, c'était à l'intérieur de la pièce qu'il s'élevait. Les étoiles basculèrent sous l'effet d'une rouge angoissant. Le vent froid me perça les oreilles de ces cris inarticulés. Je me recroquevillai sur mon siège, le regard rivé sur la scène stupéfiante qui se déroulait dans un coin de la pièce. Mon ami hurlait à présent, ses cris se mêlaient à ce rire atroce et allègre qui tombait du ciel. Son corps affaissé, suspendu dans l'espace, se plia une fois de plus en arrière. Le sang jaillit de son cou rompu et s'écoula, telle une fontaine couleur de rubis. Ce sang n'atteignit jamais le sol. Il s'arrêta entre ciel et terre. Le rire cessa, faisant place à un abominable bruit de succion. Avec une horreur nouvelle, encore accrue, je me rendis compte que ce sang était aspiré et qu'il s'en allait nourrir l'entité invisible venue de l'au-delà. Quelle pouvait donc être la créature de l'espace, invoquée de manière aussi soudaine et aussi involontaire?
Quelle était donc la monstruosité vampirique que je n'arrivais pas à voir? À cet instant, une métamorphose hideuse s'opéra. Le corps de mon compagnon se réduisit, se dessécha, perdit toute vie. Il tomba enfin sur le sol et y conserva une écœurante immobilité. Mais entre ciel et terre, une modification plus affreuse encore était en train de se produire. Une lueur rougeâtre éclaira l'angle de la pièce, près de la fenêtre. Une lueur sanglante. Lentement, sûrement, les contours imprécis d'une présence m'apparurent. Les contours gonflés de sang de ce tueur stellaire demeuraient jusqu'alors invisibles. Il était rouge et dégoûtant, un immense amas de gelée mouvante et palpitante, une tache écarlate prolongée de myriades d'appendices tentaculaires qui ne cessaient de s'agiter. Ces appendices s'achevaient par des suçoirs qui s'ouvraient et se refermaient avec un appétit de goule. La chose était tout à la fois boursouflée et obscène. Une masse sans tête, sans visage, avec la gueule affamée et les serres titanesques d'un monstre né dans les étoiles. Le sang humain dont il s'était repu révélait les contours jusque-là invisibles de cet immonde gastronome. C'était là un spectacle sur lequel un être sain d'esprit n'aurait pas dû porter les yeux. Fort heureusement pour ma raison, la créature ne s'attarda pas davantage. Méprisant la chose morte et molle, étendue telle une dépouille sur le sol, elle s'orienta résolument vers la fenêtre ouverte. Une fois qu'elle l'eut franchie et qu'elle eut disparu, je pus entendre au loin son rire qui flottait sur les ailes du vent, comme elle regagnait les gouffres d'où elle était venue. Ce fut tout. Je demeurai seul, dans la pièce, avec à mes pieds ce corps flasque et sans vie. Le livre était parti, mais il y avait des empreintes sanglantes sur le mur. De sanglants andins sur le sol. Le visage de mon pauvre ami qui n'était plus qu'une sanglante tête de mort à l'expression malicieuse et méchante, tournée vers les étoiles. Longtemps je restai assis, seul et silencieux, avant de mettre le feu à cette pièce et à tout ce qu'elle contenait. Après quoi je partis, en riant, car je savais que les flammes allaient effacer toute trace de ce qui demeurait. J'étais arrivé dans l'après-midi, nul ne me connaissait, et nul n'était là pour me voir partir quand je quittais les lieux avant que les flammes rouges n'aient été aperçues. Je marchais d'un pas mal assuré, pendant des heures le long des rues qui serpentaient, secoué par un rire stupide qui me montait aux lèvres chaque fois que je levais les yeux vers les étoiles qui brûlent et couvrent toujours tout du regard. Les étoiles qui me surveillaient, furtivement, au travers des voiles d'un brouillard hanté. Au bout d'un long moment, j'étais assez calme pour monter dans un train. Je suis resté calme tout au long du voyage de retour. Calme aussi tout le temps qu'il m'a fallu pour rédiger cette longue missive. J'ai même conservé ce calme lorsque j'ai lu ce qui concernait l'étrange mort accidentelle de mon ami survenue au cours d'un incendie qui avait détruit sa demeure. C'est seulement la nuit, lorsque les étoiles scintillent, que les rêves reviennent me poursuivre dans un gigantesque labyrinthe de terreur frénétique. Je prends des drogues, dans le vain espoir de chasser ces mauvais, ces malicieux souvenirs qui me narguent encore dans les songes. Mais je ne m'en soucie pas vraiment, car je ne resterai plus ici très longtemps. J'ai le curieux soupçon que je vais revoir le tueur stellaire. Je crois qu'il reviendra bientôt, sans qu'il soit besoin de le convoquer à nouveau, et je sens que, quand il viendra, il fera en sorte de me retrouver pour m'emporter vers les ténèbres où se trouve mon ami. Parfois, j'en arrive presque à désirer la venue de ce jour, car c'est alors que j'apprendrai enfin, une fois pour toutes, ce que sont les mystères du ver.